Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. À l'heure de mesures hardies en vue de réformer amplement tout le système éducatif béninois, une nouvelle catégorie d'enseignants au vent en poupe. Les aspirants au métier d'enseignant. De nouvelles recrues pour, dit-on, suppléer au manque criard d'enseignants avec à la clé une production de qualité envisagé. Mais à peine le processus enclenché, déjà des grincements de dents, des cas supposés de copinage, de favoritisme et d'injustice, relançant de plus belle la polémique autour de l'épineuse question de valorisation du métier d'enseignant. Carrière et vie des enseignants au Bénin, l'autre maillon faible du système éducatif. Il s'agit là, mesdames, messieurs, du thème en débat ce jour. Pour nous accompagner sur ce plateau, Mathurine Sosoupé, enseignante, elle est le secrétaire général adjoint de la CSTB. Mathurine Sosoupé, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci de répondre à notre invitation. Merci à vous aussi. En face de lui, un observateur de la vie socio-politique, médecin Ingrid Adovi. Il est journaliste indépendant. Médecin Ingrid Adovi, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à Madame Sosoupé et bonjour à tous les amis téléspectateurs. Et vous répondre, et merci de répondre à notre invitation. Des candidats au métier d'enseignant, mesdames, messieurs, le Bénin en aura suffisamment enregistré, en tout cas ces derniers mois-ci. Eux, ce sont des aspirants au métier d'enseignant. Mais à peine embarqués dans cette aventure exaltante pour certains, déjà des déceptions. Mathurine Sosoupé, vous avez observé ces dernières heures quelques réactions qui ont surpris quand même plus d'un au niveau de ces aspirants au métier d'enseignant. D'abord, de quoi s'agit-il? Il faut dire que, comme on pouvait le noter dès le départ, c'est toute une embrouillamini qu'il y a actuellement dans le système éducatif. Et le système éducatif ne se portait pas du tout bien auparavant. Mais tout ce qui est arrivé ces derniers moments a aggravé la situation. Alors, dans ces conditions, on a demandé aux gens de venir s'inscrire pour devenir enseignants. Et ils se sont précipités. Effectivement, c'est normal parce que vous avez peut-être fini l'étude, vous avez la licence, la maîtrise. Vous n'avez pas le minimum au quotidien pour subvenir au moins, ou bien pour assurer les 2 repas par jour. Et on vous a dit qu'il y a du travail, vous courez pour aller prendre. Mais à la tâche, c'est une déception qu'on note. Donc, c'est ce qui explique les réactions de part et d'autre des aspirants qu'on pensait embarquer comme des moussons de Panurge. Non, l'autorité n'est pas restée dans cette logique-là. Ce qui a été annoncé, c'est pour permettre à une école déjà en mal, comme vous dites, avec ses écueils, de pouvoir se relever, se mettre sur ses pieds. C'est un peu l'objectif qui a été annoncé au départ. Maintenant, aucune œuvre humaine n'est pas faite. Est-ce qu'on ne peut pas considérer ce que vivent aujourd'hui les aspirants comme un accident de parcours, en toute objectivité? Ce n'est pas du tout un accident de parcours. Tout est programmé. Même l'échec, quand on veut obtenir l'échec dans une situation, on le programme aussi si on veut. Je reviendrai vers vous. C'est un peu trop fort à entendre, tout est programmé. Alors, vous avez suivi les autorités par rapport aux mots qui minent le système éducatif béninois. Et, entre autres mesures envisagées, il s'agit du recrutement des enseignants. On a parlé aujourd'hui, ou sinon qu'on parle aujourd'hui, d'aspirants au métier d'enseignant. Il y a quelques jours, un bruit de bottes qui s'entend difficilement lorsqu'il est question de mettre de l'ordre dans une maison. Vous qui suivez avec toutes les précisions et les détails qu'il faut, comment comprenez-vous ces situations-là? Bon, quelle lecture en faites-vous? Merci Joël. La lecture que je fais de cette situation, notamment de la dernière sortie de l'autorité en charge du ministère de l'enseignement en secondaire qui fait bruit de bottes dans les médias et surtout sur la toile, comme vous le dites, c'est cette réévaluation-là ou cette sortie de ces enseignants-là de la catégorie de ceux qui sont déjà inscrits au niveau de la base de données que le ministère de l'enseignement en secondaire, de la formation professionnelle a à son niveau. C'est pour dire d'abord qu'à la mise en œuvre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'une œuvre humaine n'est pas faite et qu'il y a eu des subtilités, sinon que des détails ont échappé à l'autorité, où l'autorité a cherché aujourd'hui à se rattraper. Parce que dit que
tout ce monde qui a été recruté, parce qu'il y a eu 3 vagues, il y a une vague en mai, d'abord en janvier, après en mai, puis en août, que toutes ces vagues-là n'avaient pas la moyenne qu'il faut, n'avaient pas les compétences et attitudes qu'il faut. Pourtant, depuis septembre ou novembre, décembre, on a exposé les citoyens béninois, les enfants, l'avenir de demain, à ceux-là qui sont en train de dispenser des connaissances à ces enfants. C'est dit d'une manière ou d'une autre que l'autorité a reconnu qu'il y a eu des failles qu'il faut corriger. Maintenant, est-ce qu'on change les règles du jeu en cours de jeu? C'est une grosse interrogation à laquelle on nous a habitués, notamment. Je trouve un peu au niveau de ce ministère-là où on crée la loi aujourd'hui et puis demain le ministre revient en nul, l'abroge et on envoie encore un autre ballon de ses pouvoirs. Je ne sais pas si madame a raison en disant que l'échec est programmé d'avance. Moi, je pense que l'échec n'est pas programmé d'avance parce que en préparant cette émission, j'ai pris la peine de relire un peu les dispositions LAS réservées à l'éducation au Bénin dans le PAG. Je trouve qu'il y a de très belles ambitions, mais à la mise en œuvre, est-ce que le Bénin a vraiment les moyens qu'il faut pour cela? C'est la question que vous posez. Oui, ça me ramène à revenir rapidement sur le thème, sinon le dénominatif qui a été accordé à cette catégorie de citoyens intello bien formés qu'on envoie dans les écoles, qu'on envoie dans les centres d'éducation pour aller former les citoyens de demain. On parle d'aspirants. Le thème étymologiquement ne tient pas si on doit aller devant des enfants dispensés de l'enseignement parce que ce ne sont pas des gens convaincus. Ce ne sont pas des gens convaincus. Ça vous prépare, voilà, c'est des aventuriers. Ça vous prépare à céder à un grade certain où on vous reconnaît maintenant la légitimité. La conséquence socio-culturelle que ça pose ou psychosociale que ça pose aujourd'hui dans les écoles, c'est que vous voyez de ces enseignants-là que j'appelle un griffe, bien sûr, aspirants, totalement reniés par les élèves, totalement reniés par les écoliers qui vous disent « Mais vous êtes aspirant, vous aspirez à quoi au juste ?» Ça démontre qu'en choisissant ce thème-là... Non, s'il vous plaît, c'est du sérieux ce que nous faisons au quotidien. Je suis très sérieux. Vous pouvez descendre dans la rue avec vos caméras et aller sonder. Non, vous avez fait de ces constats-là. De ces constats-là où ils ne sont pas considérés comme ça se doit. Moi, j'aurais encore préféré le thème d'enseignant honoraire qu'on utilisait autrefois pour ces catégories d'enseignants. Maintenant, aujourd'hui, on parle d'aspirants où cette considération-là, cette valeur-là qu'on accorde au Bénin à l'enseignant, cette valeur n'y est plus. Cette valeur n'y est plus juste par la connotation qu'on a donnée. D'abord, vous savez, en toute chose, en communication, il y a l'image que vous donnez à chaque produit. Et l'image qu'on a collée à cette catégorie de citoyens ne les valorise pas. Du coup, ça crée une sorte de barrière. Les spécialistes en éducation et en psychologie pourront mieux détailler ça. Ça crée une sorte de barrière entre l'enseignant dispensateur de l'instruction et de la connaissance et l'élève qui est venu chercher la connaissance. C'est vrai qu'il y a un système de partage de connaissances, mais avec ça, l'enseignant n'est pas considéré, l'enseignant n'est pas valorisé pour pouvoir être dans l'état qu'il faut et disposer l'enseignement pour pouvoir former le citoyen dont on a besoin pour réaliser le Bénin révélé ou le Bénin de demain. Alors, je suis tenté de vous demander qu'est-ce qui pourrait conduire à un résultat comme celui-là qu'on pourrait aujourd'hui remettre en cause. Vous parlez d'abord du produit qu'on veut vendre, et ça c'est vrai, on sait que ce ne sont pas les têtes bien faites qui manquent, parlant du système éducatif béninois. Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que cette terminologie, pour ainsi dire, est restée jusqu'à présent? Et on continue. Oui, cette terminologie est restée parce que ceux qui nous gouvernent actuellement ont voulu faire avec cette terminologie. Je le dis, on aurait pu choisir d'autres. Ça, c'est les failles, je le dis partout, que le système de communication du gouvernement actuel ne va pas avec la vision du chef de l'État. C'est un système de communication qui prône plus la propagande que de vendre les valeurs prônées par le chef de l'État. À partir de ce moment, le chef de l'État aurait beau fournir beaucoup d'efforts, mais à la communication, on verra que ça ne donne pas parce que tout est en même temps aliéné, ramené de son piédestal et descendu totalement. Il faut un système de communication qui va avec, qui élabore une bonne stratégie de communication, de valorisation, d'exposition et de révélation. Donc c'est un constat d'ensemble que vous faites. C'est un constat d'ensemble que j'en fais. Les autres points, je trouve que le nombre même qu'on a eu à recruter, peut-être on va revenir là-dessus, le nombre ne suffit pas. La masse horaire, ne vous en faites pas, on revient sur le nombre, la masse horaire, mais avant, sur les faits eux-mêmes. Mathurine Sosoupé, je reviens, esprit en arrière, pour vous demander, enseignante vous êtes, et les mots ont leur importance, leur place. Alors, échec programmé, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas dans l'essai quand il est question aujourd'hui de rassurer tout le monde? Parce que désormais, c'est un peu l'inquiétude avec cette polémique qui est en train de prendre de l'ampleur. Vous l'avez constaté? Oui. Vous voyez, quand il a dit que c'est... Quand on veut obtenir un échec dans un domaine, on le programme. Ce n'est pas en l'air que je l'ai déclaré. Bon, expliquez-vous. Je suis du domaine de l'éducation. Et j'ai vécu au moins
à la tâche l'éducation pendant 12 ans. Même si aujourd'hui je ne suis pas à la craie, c'est momentané, j'y reviendrai. Alors, on a dit que je viens de dire que c'est un échec programmé parce que il y a 2 secteurs dans un pays qui sont les secteurs les plus sérieux et tout gouvernement qui est attaché à son pays doit pouvoir regarder de très près et de façon minutieuse ces 2 secteurs. Il s'agit de la santé et de l'éducation. Oui. Lorsque vous voulez mesurer le degré de développement ou bien vous voulez voir si dans 20 ans, 30 ans, un pays va se développer, il faut regarder son système éducatif et son système sanitaire. Ça aussi, les autorités l'ont dit. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous en avez parlé dans la revue de presse, la santé, c'est à terre. Il a suffi qu'on dise coronavirus et nous sommes dans la débandade. Et je ne sais pas à quel niveau nous pouvons nous situer par rapport à la lutte contre ce virus-là qui est arrivé, à la recherche de la solution, à la recherche scientifique de la solution par rapport à ce mal. Alors, dans ces conditions, c'est aussi un drame dans le système éducatif que nous vivons. On est en train de faire des choses sans dessus-dessous. On a voulu faire du mal et ça s'est retourné contre soi. Je vais préciser. Je vais préciser. Je ne peux pas annoncer sans préciser. Alors, l'aspiranat est venu comment? L'État était en train d'utiliser les vacataires. Et les vacataires étaient en train de faire des revendications. Ils voulaient qu'on les stabilise. Ils voulaient qu'on les recrute comme des enseignants à part entière. Alors, pour couper court à ça, on a dit, bon, on veut recruter des aspirants. Alors, on va constituer des fichiers des enseignants pour pouvoir donc puiser des gens là-dedans. Les gens, nos amis et aspirants pensaient que c'était du boulot stable qu'on voulait leur donner. Donc, ils s'y sont donnés. Mais derrière cela, qu'est-ce qui est caché? Alors, ce système d'aspiranat était pensé pour remplacer les enseignants dits ACE 2008. C'est-à-dire avec l'évaluation qu'on a mis sur tapis, on voulait faire cette évaluation, rompre le contrat de tous ces 18 000 là et donc et faire du chantage avec les aspirants recrutés. On s'est mis dans la tâche, mais la lutte menée par les enseignants a bouleversé les choses et ils ne sont pas allés tout droit à leur objectif. Aujourd'hui, ils ont des problèmes sous leurs bras. D'accord. Et ils ont recruté des aspirants, des gens qui sont venus de l'université directement, qui ne sont pas formés, d'autres qui ont fini, qui sont déjà à la retraite. Un enseignant qui a fait 30 ans de carrière dans l'enseignement, qu'on appelle aspirant, vous voyez que c'est une insulte. Donc, non. Il y a des retraités qui ont été recrutés aspirants. Il y a un collègue de philosophie qui est moi, je suis du domaine de philosophie, un doyen qui est sorti récemment qui est allé récemment à la retraite, est devenu aspirant et il en est déjà mort, il est déjà décédé. Donc on l'a retrouvé mort dans sa chambre parce que peut-être il fait plus d'efforts que ce qu'il devait faire. Alors dans ces conditions, des retraités qui sont devenus des aspirants, quel est ce système-là? Et on a jeté nos enfants, nos frères et autres en pâture. Ne dites surtout pas ça. Il paraît que la formation a suivi. La formation a suivi où? Et moi j'étais où? Au Bénin. Dites-moi, vous êtes journaliste, vous allez chercher la formation là, on a fait la formation où? Aucune formation à la tâche. On a jeté les collègues et ils sont allés dans la nature. Et vous avez suivi le début, les gens demandaient à passer votre fiche pédagogique, passez-moi ceci, je ne peux pas tenir la terminale, je ne peux pas tenir la 3e, c'est tout à fait normal. L'enseignement, c'est un métier dur. Et c'est un métier dur, il faut former nécessairement les gens. Si vous ne les formez pas, ils s'en vont. S'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas tenir. Alors, on a constaté qu'on a formé des gens, mais ceux-là, on les méprise. On veut les rendre ridicules. On a fait toute une campagne au su de tous les enfants. Et les enfants savent aujourd'hui que l'enseignant n'a plus aucune valeur. Donc, c'est ça qui explique ce que vous dites là, où votre collègue vient de dire que les enseignants aspirants sont méprisés et ridiculisés, etc., par les apprenants. C'est tout à fait normal. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'enseignement est un système, est un truc sérieux où on doit pouvoir définir un objectif et savoir là où on va. Dans le PAG, je ne sais pas l'objectif qui est défini là, et vous avez été séduit. Non, si vous êtes spécialiste de l'éducation, vous devez savoir que c'est la mort programmée de l'enseignement qui est dans ce PAG là. Il n'y a rien à tenir. Quel est l'objectif? Quel est le plan du pays?
quel est le développement qu'on veut atteindre. Alors, c'est par rapport à l'objectif de développement défini qu'on détermine la qualité de l'homme qu'il faut pour pouvoir assumer ce développement. Nous avons constaté qu'on a voulu faire de tout le monde qu'on appelle des commerçants, des vendeurs seulement uniquement, c'est-à-dire c'est pas pour développer, faire des recherches pointues dans l'enseignement, dans les différentes branches de l'enseignement, pour pouvoir donc orienter des enseignants commerçants, le thème jusqu'à présent. Ce n'est pas seulement les enseignants commerçants, le citoyen commerçant. C'est le seul secteur qui a préoccupé. Il n'y a plus d'autres secteurs. Mais regardez, dites-moi, dans quel domaine faisons-nous recherche? Est-ce qu'on fait recherche dans les domaines pointus? Non, ça ne nous préoccupe pas. Au contraire, pendant que les gens sont affamés, pendant que l'éducation ne se porte pas bien, pendant que la santé va mal, on construit les pavés et on met dans les bouches de certains pour dire qu'à l'Ibamide, nous voulons la voie. Mais c'est vrai, il faut faire la voie, mais ce n'est pas en faisant la voie, les fonds et autres là, qu'il faut laisser ce qui est précieux. L'éducation et la santé. Voilà les deux secteurs. Et heureusement, par rapport à l'éducation, c'est mis dans la loi d'orientation du système éducatif que l'éducation est la première priorité du gouvernement. Dites-moi si c'est la priorité. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, ce n'est pas priorité. On vient de dire que les étrangers peuvent venir devenir aspirants ici. Et vous savez pourquoi ça se dit déjà? À la rentrée prochaine, on a dit que au moins les 8000 enseignants qui ont échoué à l'évaluation ne seront plus à la CREI. On va les enlever de la CREI et les envoyer en formation. Où? Je ne sais pas. On va les envoyer en formation. Pendant qu'ils seront en formation, ils ne seront pas à la CREI. Donc, on va les remplacer par des aspirants. Dès qu'on a dit ça à ceux-là, ils ont commencé par avoir du stress. Ils sont anxieux. C'est normal parce qu'ils ne savent pas ce qui sera réservé à eux. Est-ce qu'ils ne continueront pas à avoir leur salaire? Alors, ces aspirants qui vont les remplacer, est-ce que les aspirants-là facilement accepteront laisser la place à ceux-là lorsqu'ils reviendront de leur formation? Donc, c'est un clair sombre. C'est-à-dire, rien n'est... C'est-à-dire, tout est opaque. On ne sait pas là où on va. Et le jeudi prochain, les centrales et confédérations syndicales sont invitées dans la commission de négociation gouvernement central et confédération syndicale. Mais sur l'invitation, on a dit que c'est les 6 centrales, la CSCB n'y fait pas partie, les 6 autres centrales qui ont fait la demande de vouloir savoir qu'est-ce qu'ils mettent dans la prise, c'est-à-dire la prise en charge des enseignants par les agences qui seront recrutées. Donc c'est ça qui a préoccupé les centrales, elles veulent aller savoir. La CSCB sera de la partie, elle va donner son point de vue comme elle en avait l'habitude, mais c'est pour dire que c'est tout un désordre qui s'organise et on ne peut pas avoir autre résultat que ce qui est obtenu. Ingrid, maintenant, il y a urgence à revoir sérieusement les paradigmes avec les annonces qui ont été faites et toute cette volonté quand même qui a été affichée pour aider l'école béninoise à redorer ses blancs os. Oui, il y a urgence et je pense que le gouvernement a déjà pris conscience de cette urgence-là. Je ne partage pas l'avis de madame qui trouve que tout à l'heure j'ai relevé que j'étais sérieux. Je dis qu'il y avait une bonne vision et que la vision elle est là. C'est à l'application qu'on rencontre cette difficulté-là. L'autre chose, c'est le nombre d'aspirants qui a été recruté. Vous savez, au niveau du secondaire, on a environ 16 000 enseignants avec la connotation péjorative. Et puis au niveau... 16 000, ça fait 115 000 et quelques. Non, je parle juste des aspirants. Et puis au niveau de la maternelle et du primaire, il y a 10 000 et quelques, dont disons environ 11 000. Alors, est-ce qu'en les recrutant, l'État, à travers le ministère de l'enseignement secondaire, les deux ministères, avaient cette capacité-là de pouvoir les former en même temps? Parce que l'autre des points sur lesquels on a essayé d'investiguer, c'est ça. Est-ce que ceux-là, une fois qu'ils sont admis ou ils sont déclarés admissibles ou admis au test de niveau-là, est-ce qu'ils ont été capacités? Est-ce qu'ils ont eu des formations de renforcement de capacité? On s'est rendu compte qu'il n'y en a pas eu. On les a juste déployés, ce qui est déjà un problème parce qu'il y a la pédagogie, il y a beaucoup de notions qu'ils devaient avoir. S'ils ont suivi un test psychotechnique pour être aptes au métier de l'enseignement, il n'y en a pas eu aussi. Ils ont été déployés quand même. Moi, vous savez, début décembre, j'ai suivi à Kandi, où j'étais, j'ai vu le ministère déployer des véhicules pour juste convoyer des aspirants de Cotonou, Porto-Nouveau, juste dans des villages. J'ai trouvé que c'était un effort terrible quand même, parce que le manque y est. Maintenant, quand on arrive à recruter de cette ressource humaine-là, il faut quand même la capacité, il faut quand même lui donner les compétences qu'il faut pour pouvoir faire face. Parce que ceux qui vont faire les écoles professionnelles,
pour pouvoir être des enseignants, des instituteurs. Vous voyez le nombre d'années qu'ils font, c'est minimum 2, 3 ans, 5 ans pour ceux qui font le CAP. Après, quelqu'un qui sort de la fac, qui fait une faculté classique, qui fait 3 ans, on ne peut pas le mettre au même niveau que ça. Et puis, dans le dernier communiqué interministériel signé par le ministre Salimane Karimou et le ministre Maouyon Kakpo, je pense que les deux ont essayé de mettre un peu une grille pour pouvoir recruter, pour aller à l'enseignement maternel. Maintenant, non, à l'enseignement maternel, il faut avoir les diplômes professionnels purement. J'espère et je crois que ce sera respecté dans le recrutement. Au niveau de l'enseignement primaire, il faut avoir les diplômes professionnels, le BAPES ou le CAPES. Primaire, CAP, CAP, et maintenant avoir au moins le bac pour, je pense, ceux qui n'ont pas les diplômes professionnels. Maintenant, pour venir au secondaire, il y a eu des matières comme l'histoire géo, où on voyait souvent du monde, l'histoire, la géographie, l'allemand et autres, puis ils ont demandé la maîtrise ou le master pour ceux qui n'ont pas les diplômes professionnels. Et ils ont commencé par fermer. Les recrutements précédents, où les avis à appel à candidature, n'avaient pas pris en compte autant de ces critères-là. Ce qui dit déjà que si on doit faire un rétropédalage pour appliquer cette nouvelle disposition-là, c'est qu'il y en a dans la base qu'on va sortir. Est-ce que le gouvernement ira juste là-bas? Maintenant, si on n'a pas pu, je pense que à l'aune de cette expérience terrain-là, les réalités, les révélations, les failles, les insuffisances sont en train d'être relevées et que le gouvernement peut y apprendre des mesures pour pouvoir corriger. Je le dis pourquoi. À partir de juillet, les enfants seront en vacances, l'école sera temporairement fermé. On a 3 mois aussi, le gouvernement y met vraiment les moyens pour pouvoir former ceux-là, leur donner un brin de capacité, comme ça se faisait pour les communautés ou les associés qui étaient formés en temps où chaque vacances, où il y avait la période où ils allaient faire 2 semaines, 1 mois de formation. L'autre côté de la chose, c'est le système de rémunération. Vous savez, ces aspirants... Avant de revenir au système de rémunération, ces éléments évoqués par votre vis-à-vis témoignent quand même de ce que l'autorité ne dort pas et qu'il y a de la réflexion pour ne pas faire. Que faudra-t-il faire en addition pour rassurer le corps enseignant, d'après vous? Ce n'est pas parce qu'on bouge qu'on fait du beau travail. Ça, là, c'est tout à fait clair. Ce n'est pas parce qu'on voit les gens en train de bouger dans tous les sens qu'on peut déjà dire qu'ils sont en train de faire un travail sérieux. C'est la débandade à leur niveau. Ils ne savent pas... Cette histoire d'aspirana, ils ne savaient pas que ça allait donner ce résultat. Ils pensaient que c'était facile de mettre de côté ou bien de mettre à côté les contractuels de l'État, c'est-à-dire les humilier et les remplacer par les aspirants. Mais à la tâche, ils ont eu le travail compliqué. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, ils trouvent une solution. Aujourd'hui, demain, ça devient problème. Ils trouvent une solution encore à ce problème. Et chaque fois, c'est tout comme si nous sommes devenus des philosophes dans le système de l'éducation. Vous voyez, et en matière d'enseignement, lorsque vous avez des enseignants présents de corps en classe, mais absents d'esprit en classe, c'est très dangereux. Il faut que les deux forment une symbiose. C'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant, moralement, soit présent en classe et qu'il soit aussi physiquement présent en classe. Aujourd'hui, je peux dire que plus de 90% d'enseignants qui sont à la crèche sont présents de corps, mais absents d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a les problèmes au quotidien qui les envahissent. 1. De 2, la rémunération, comme vous l'avez dit. Ça fait 2. Troisième élément, il y a les pressions qu'on fait sur eux. Les diverses pressions font que l'enseignant est devenu frustré, non motivé, et tout ça joue contre l'éducation. L'éducation déjà qui n'avait pas un objectif qui est axé sur le développement. Donc, de ce point de vue, moi, je ne sais pas ce que ça dit. Moi, je ne sais pas. Non, tout ce débat-là. Aujourd'hui, quand on se rappelle que l'autorité s'est montrée quand même plus ouverte, plus disposée que jamais, à aider les enseignants, pour ce qui nous a été dit, à vous de nous dire le contraire, si c'est le contraire qui se passe, à l'écoute de l'enseignant pour essayer de régler ces problèmes sans que l'enseignant ne soit obligé de battre le macadam. Encore que maintenant, il y a eu beaucoup de balises pour empêcher qu'on assiste au spectacle auquel on a assisté de par le passé. Avec ça, les enseignants ne doivent-ils pas se dire quand même, avec un peu de patience, on peut sortir de l'ornière? C'est la patience qui a déjà commencé par tuer. Vous avez appris des gens qui sont en train de se pendre. Il y a un enseignant qui s'est pendu, un aspirant qui s'est pendu à Panikwara. Oui, il y a eu de ces cas. Au moins 2, 3. C'est des vrai, gens qui font accident tous les jours qui meurent. D'autres qui meurent, on ne sait pas ce qui arrive. Vous pensez que c'est la tête qui ne se porte pas très bien, trop de stress? C'est la tête qui ne se porte pas bien. Ça ne va pas. Amenez votre micro et votre caméra au niveau des enseignants. Je ne sais pas s'ils sont capables de parler.
Moi, je parle. Pourquoi ne seront-ils pas capables de parler? Non, il y a les Justement, pressions, vous parlez? les intimidations. Moi, je parle. Il y a les pressions, les intimidations. On dit, Les enseignants intimidés? Pourquoi pas? On a beaucoup d'instruments qui intimident les enseignants. En dehors de tout ce qui se passe, il y a les mutations punitives. Et nous sommes en année de mutation. Si vous dites ce que vous dites là, et si ça ne va pas, on peut vous balancer là où vous ne voulez pas. Ça allait très loin de là où vous irez souffrir. On a envoyé des gens du nord ici et des gens du sud au nord. Non, mais juste parce qu'on veut punir. Mathieu enseignante, vous êtes, je répète encore, pour ce qu'on a appris, l'enseignant, exactement un peu comme le militaire, à quelques exceptions près, c'est pas tout besoin. Banikwara, c'est le Bénin. Le sud, comme vous dites, c'est le Bénin. Pourquoi l'enseignant doit-il se sentir un peu frustré, remonter? Il y a ça, mais il y a des règles. Des règles en ce sens qu'il faut avoir le nombre suffisant d'enseignants qualifiés à la tâche, recrutés et qui sont apaisés du fait qu'ils sont des enseignants permanents. Si vous les apaisez, s'ils sont des enseignants permanents, le nombre est suffisant et on ne va pas chercher, les gens ont fait 10 ans au nord ou bien 8 ans, ils doivent revenir au sud. Il n'y a pas quelqu'un ici, il a dit comment faire pour envoyer d'autres là-bas pour les remplacer, ainsi de suite. Lorsqu'il n'y a pas ces problèmes, et un programme, on sait que bon, moi j'ai fait tel nombre d'années dans tel département. Aujourd'hui, maintenant, ou bien cette année, on peut m'envoyer à tel endroit. Pendant qu'il y a des gens qui sont en train de faire 15 ans, 20 ans dans un même département, on prend quelqu'un, on le mute, 2 ans après on l'enlève de là, on l'envoie ailleurs, ainsi de suite, 2 ans après. Il y a comme de l'injustice. Il y a de l'injustice parce qu'il n'y a pas le nombre suffisant d'enseignants. On ne veut pas, on veut faire de la précarité la règle. Et lorsque la précarité est la règle, on ne peut qu'assister à des choses comme ça. Sur cette question, avant de revenir aux questions de rémunération qui, immanquablement, doivent être à l'appel, il faut rémunérer, sans quoi les enseignants ne pourront pas faire le travail outre mesure. Mais la question de la précarité au niveau du corps enseignant, comment vous l'observez et avec vos investigations, c'est quoi le retour que vous avez? Non, c'est un facteur. C'est un facteur clé, c'est un facteur qui fait que vous voyez les gens dans l'enseignement aujourd'hui, demain ils sortent et puis d'autres qui y entrent parce qu'il n'y a pas d'emploi dehors, mais on a pu faire l'université, on a un diplôme, donc on y va encore qu'il n'y a pas assez de balises. Une fois qu'on a le diplôme, on peut y aller comme c'est presque ouvert là. Mais la question de la précarité de ce métier-là, moi je vais le classifier, sinon la classifier en 2 catégories. La première catégorie, ce sont les APE, qui sont des enseignants, les agents permanents très rares. Vous allez dans un collège, vous pouvez voir une vingtaine sur 200 enseignants, 300 enseignants, vous avez une vingtaine au plus, ou une trentaine, c'est à peine un dixième. Et puis tout le reste, c'est des vacataires, c'est des honoraires, les aspirants qui suivent les contractuels. Décidément, beaucoup de noms pour les enseignants. Beaucoup de noms, voilà, vous comprenez qu'on se perd même dans les dénominations. Ceux-là, les APE, je pense qu'en matière de vie et carrière, ceux-là sont un peu plus ou moins bien logés. Après, il y a les contractuels qui sont dans le processus de reversement définitif, qui d'une manière ou d'une autre sont aussi bien logés. Mais quand vous venez au niveau des aspirants, moi j'ai cherché à lire le contrat qui lie les aspirants à la NPE. Parce que c'est l'Agence nationale pour l'emploi, je pense que ça a changé de dénomination, qui gère aujourd'hui la carrière. Si on peut parler de carrière de ces citoyens, j'appelle contribuables, qui sont en recruté. Vous allez voir que le contrat, je n'ai pas pu l'avoir. Mais si à partir de ce moment où le contrat n'est pas clair, où on n'a pas accès au contrat, on ne sait pas comment ça a été fait, ils ont été redéployés, certes, mais ils savent qu'ils sont en contrat et qu'ils sont payés, même si on va revenir après sur la rémunération. C'est une précarité qui ne dit pas son nom parce que le métier n'est plus mis en valeur. Mais au-delà de tout, c'est que les enseignants aujourd'hui dans cet état-là, je dirais quelque part qu'on a voulu qu'on en soit là, c'est pourquoi on est là. Rappelez-vous, sous Boni Yayi, peut-être je suis nostalgique, où on améliorait les conditions des enseignants, où les mêmes centrales et confédérations avec les enseignants que les soutenaient à la base battaient le macadam Cotonou partout dans le Bénin que Boni Yayi n'avait rien fait aux enseignants. Aujourd'hui, à l'aune de l'exercice du pouvoir de la rupture, est-ce que Boni Yayi a fait quelque chose aux enseignants d'en répondre? L'autre aspect que je voulais soulever, c'est cet aspect-là qui est plus ou moins économique et qui répond aux normes communautaires dans lesquelles le Bénin se retrouve. La masse salariale ne doit pas dépasser 33%, soit un tiers du PIB national. On était à une consommation, sinon à une charge de 40 à 41, voire 45 sous le régime précédent, où ce régime a voulu faire le toilettage. Et vous avez vu tout ce que ça a donné, beaucoup qui sont partis, beaucoup qui ont été remerciés. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un produit économiquement assez fort pour pouvoir valoriser les enseignants comme ça se doit, ou on réduit les écoles et on ouvre, on réduit les écoles pour avoir
plus d'enfants au sein des écoles et moins d'enseignants pour pouvoir porter la charge. Parce que c'est aussi ça. Si on n'a pas les ressources pour porter la charge des enseignants, on sera toujours là à trouver des solutions palliatives qui vont en générer d'autres problèmes et on sera toujours là à reprendre. L'enseignant aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse un citoyen béninois qui a fait des études à aller vers l'enseignement? Il n'y a pas d'autre métier. C'est qu'il n'y a pas d'autre métier, comme elle répond, il n'y a pas d'autre chose. L'enseignement au Bénin est devenu le secteur qui recrute le plus au Bénin, où déjà quand vous avez le bac, on commence à mettre dans votre tête, va faire une filière où à la limite tu pourras être au moins enseignant. Au moins enseignant. Comme ça, sommes-nous en train de former les citoyens de demain, les citoyens qui vont s'investir dans la recherche, dans l'innovation pour propulser notre développement? La réponse, je pense que c'est non. Quand on y va comme ça, on va s'attendre à tout ça. Et aujourd'hui, est-ce que l'enseignant connaît tous ses droits? Est-ce que le système judiciaire est bien alimenté, bien assaisonné, bien mouillé pour que l'enseignant qui se sent lésé peut aller devant le juge du travail pour dire on a brimé mes droits dans tel domaine, je réclame justice. Si déjà les centrales et confédérations syndicales n'arrivent pas à jouer ce rôle-là de fêtière, de défense des droits de leurs travailleurs, est-ce que le travailleur intuitif persona pourra le faire? Et puis je voudrais finir sur ce point-là pour parler du Conseil national de l'éducation qui a été mis en place. Moi, j'ai à la limite j'ai applaudi quand j'ai entendu que ce sera installé. J'ai applaudi aussi quand j'ai entendu que c'est installé. Mais quand j'ai cherché à voir le nom de ceux qui sont... Grande a été ma déception. Vous savez juste pourquoi? Parce que je n'ai pas retrouvé les acteurs clés. Pour moi, au Bénin, quand on parle d'enseignement et d'éducation, il y a 2 acteurs clés. Peut-être c'est personnel. Il y a l'Église catholique et il y a l'Église protestante. C'est les 2 acteurs clés en matière d'enseignement au Bénin depuis au moins que la colonisation est là. Je n'ai pas retrouvé de représentants de ces 2 confessions religieuses. Outre le CV de tous ceux qui sont dedans, il y a eu des postes à pouvoir où on n'a pas pu trouver de candidats qui répondent vraiment. Donc, le conseil installé là fonctionne d'abord avec des postes à pouvoir avec le temps. Si le TDL du recrutement, on arrive à trouver le profil qui correspond. Maintenant, il y a le nombre 30. Est-ce qu'on en a véritablement besoin? C'est carrément notre gouvernement de l'enseignement qui est formé. Et la politique est dans, ils vont se mélanger. On a la prochaine rentrée. On verra les grandes décisions, les grandes orientations que le Conseil national de l'éducation va sortir pour pouvoir dire voilà, sur tel, on tape stop, sur tel, on ouvre. Le CNE, pour quel résultat? En son temps, on reviendra pour faire le point, mais graduellement, pour remonter aux différentes préoccupations évoquées, la question de rémunération des enseignants, aujourd'hui plus qu'hier, est-ce qu'il n'y a pas, en dehors de l'image qu'on envoie, qui laisse croire que c'est de mal en pis, honnêtement, l'enseignant ne peut pas aujourd'hui se frotter les mains avec tout cela qui s'engouffre dans le corps. C'est certainement la raison. Ça sent un peu du miel à ce qui paraît. Qu'en est-il réellement? Ça sent un peu du miel. Il faut aller les voir eux-mêmes pour qu'ils expriment comment le miel dont vous parlez est doux. Moi, je pense qu'en matière de rémunération, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que c'est un métier particulier, c'est un métier dur. Et je le compare aussi au métier de la santé. Tous ceux qui sont du secteur de la santé, vous voyez comment ils sont sollicités, comment ils ne sont pas, c'est-à-dire, ils ne sont pas pour leur famille, ils sont pour les autres. Donc, c'est pareil aussi pour l'enseignement. Je vous souffle. Oui. Il y a un métier, on pense que c'est si banal. Je vous le souffle. Lequel? Celui du journalisme. Ce n'est pas aisé, madame. Continuez. D'accord. On aura le temps de débattre. Merci. Donc, c'est un métier très dur et très difficile. L'enseignant n'a jamais le temps. Tout le temps, il ne fait que réfléchir. Bon. De ce point de vue, les pays sérieux ou bien les pays qui ont un objectif ou bien qui ont une vision de développement, qui sont préoccupés par le développement de leur pays, font une situation particulière aux enseignants. Et si vous abordez les autres États, non, les enseignants ont une situation particulière, ils ont 25% de plus que les autres. À part ça, il n'y a pas autre chose. Ce n'est que ce salaire-là qu'ils attendent à la fin de chaque mois. Alors, et par exemple, en Côte d'Ivoire, un instituteur qui démarre, je dis, mais maître de l'école primaire qui démarre, c'est au moins 250 000 pour son salaire. Professeur certifié, n'en parlons pas. Alors, ici, c'est quand les gens finissent de faire 10 ans, 12 ans, 20 ans au primaire qu'ils ont 250 000. Pendant que les charges augmentent. CFA. Pendant que CFA. C'est en euros. CFA, pendant que les besoins deviennent grands, c'est en ce moment-là qu'eux, ils obtiennent le salaire que l'instituteur de la Côte d'Ivoire qui démarre a. Côte d'Ivoire, le Bénin, pourquoi cette comparaison? Moi, je suis allée en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, si vous êtes à Abidjan, ce qui est cher,
c'est la location. Mais vous pouvez trouver un studio bien fait, tout ça là, à 50 000. Mais le manger n'est pas aussi cher à Abidjan qu'à Cotonou. C'est ça. Et si vous allez dans les brousses, c'est que non seulement vous avez le manger moins cher, vous avez aussi la location moins chère. Et pourtant, l'instituteur de la Côte d'Ivoire démarre avec 250 000. Donc, au Fouet-Baïn, au moins, on peut lui reconnaître ce travail-là. A compris ce que c'est que l'enseignement et a réparé la vie un tant soit peu des enseignants. Ici, l'enseignant est laissé pour compte. C'est le seul salaire qu'il a. Les primes qu'ils reçoivent, que nous recevons par an, c'est 121 600 pour quelqu'un qui tient une classe d'examen. Celui qui n'a pas classe d'examen, ça fait moins 12 000 sur les 121 000. Alors, de ce point de vue, qui peut être à l'aise en faisant ce travail-là? Pendant que la vie augmente, la cherté de la vie, c'est tous les jours. Tout à fait, mais est-ce que vous n'avez pas occulté un point important? Lequel? Ici, c'est vrai que les conditions financières ne sont pas des plus aisées. Pour le pays? Non, pour vous. Okay. Mais n'est-ce pas vrai quand même que l'État a fait un effort? Il paraît qu'il y a une prise en charge pour sanitaire. Prise en charge sanitaire? Pour les enseignants. Non, ça date du temps de Yahi où il y a eu des manifestations, des grèves où on a dit qu'il faut prendre en charge l'enseignant. Et il a été institué les visites médicales. Or, lorsque vous allez à la visite médicale, on vous fait la visite, tout le reste là, c'est vous-même. C'est-à-dire, on prélève le sang, on observe les oreilles, les yeux, tout ça là. On prélève le sang, on fait les analyses. Le résultat, vous prenez et vous allez vous prendre en charge. Ah, donc c'est vous-même qui gérez ça? C'est nous-mêmes qui gérons. Mais depuis ça là, même depuis que le président Patrice Talon est arrivé, moi je ne sais pas si ils ont fait une fois, 2 fois, je ne sais pas, c'est pas sûr. Moi je n'ai jamais participé. Parce que j'ai vu que ça c'est de la tromperie. Quand ils vont te faire ça là, ils vont chiffrer des centaines de milliers. Alors que si on te fait l'analyse là, d'abord tu n'es pas rassuré que le résultat est bon. Et après, comment tu n'es pas rassuré dans un centre de référence? Dans des conditions données, non. Ce n'est pas toutes les analyses qui sont rassurantes. Hein. Il y a des niveaux où lorsque vous faites une analyse et vous allez là-bas, on va vous dire de reprendre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, du coup, c'est sérieux. L'enseignant n'est pas du tout pris en charge. Il est laissé à lui-même. Et lorsqu'il a ces problèmes-là, qu'il vit tous les jours quotidiens et en classe, ça explique le fait que non seulement qu'il soit absent d'esprit, mais qu'il soit frustré et qu'il n'arrive pas à assumer correctement le rôle d'enseignant, encore que le programme qu'on lui a remis ne permet pas de voir, d'être joyeux et de travailler pour son pays, parce qu'on sait que ce programme-là, ce n'est pas pour développer le pays. Ça, c'est une grosse préoccupation. Il est question, pour ce qui est en train d'être fait, de mettre en terre pour récolter abondamment demain. Alors, sur cette équation-là, on s'y prend comment pour espérer que les fruits tiendront la promesse des fleurs? On s'y prend comment? Je pense qu'on essaie de s'y prendre quand même, mais à la vérité, c'est qu'on n'a pas les moyens. Je trouve qu'on n'a pas les moyens solides qu'il faut. Si c'est en termes de politique et de programme pour l'enseignement, je pense qu'on en a écrit beaucoup. Madame a chuté tout à l'heure avec un programme qui n'est pas fait pour le développement. Je pense qu'ils sont en train de travailler pour revoir les curricula. Je suis mieux placé pour vous en parler. Je suis un spécialiste du domaine de l'éducation. Ce n'est pas seulement la pratique. Je ne voudrais pas... J'ai fait mon master de recherche et je suis enseignant de l'éducation. S'il n'y a aucun programme là, ça, ce n'est pas ça qu'on appelle programme. Okay. Non. Ce qui a été annoncé là, c'est à revoir aussi. Il n'y a rien. Ils vont revoir. Le nouveau programme là, dès que c'est arrivé depuis 92 là, lorsque nous sommes mis à dénoncer, on a dit non, on va corriger. On est en train de corriger jusqu'à maintenant. Au contraire, ça fait beaucoup de temps ça. Plus qu'on s'acharne à corriger, davantage ça se gâte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un programme qui n'est pas adapté à la situation de notre pays. C'est un programme importé. C'est un programme importé. Lorsque vous importez un programme et que vous le superposez aux réalités d'un pays, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez que obtenir l'esprit assassiné des apprenants. Et c'est à ça qu'on aboutit. Lorsqu'on finit de former quelqu'un, il sort là, il devient quoi? Produit. Ils sont les gens. Ils ont quoi à faire? Si ce n'est pas pour s'orienter vers l'éducation, vers l'enseignement, où ils viennent
ils constatent qu'ils viennent de se cogner la tête contre le mur et commencent par avoir l'envie de se pendre ou bien un peu de tout. En tout cas, manifestement, il y a du travail à faire. Manifestement, il y a du travail en matière de carrière et de vie des enseignants au Bénin. Ça paraît plus qu'un maillon faible, ça paraît comme un tendon d'Achille sur lequel il faut vraiment un travail. Maintenant, en matière de rémunération pour je parlerai de nouveaux recrues, ça ne cesse de grogner tout le temps, ça rouspète, ça tempête dans leur rang où on dit que c'est l'agence en charge de gérer leur carrière ou de les gérer pour l'instant qui ne paye pas ou qui paye de manière trimestrielle ou qui après verse 3 mois de salaire sur les comptes et après retire 1 mois. On a tellement de plaintes, on ne sait pas ce qui sera fait. Maintenant, on a vu le gouvernement aussi lancer le recrutement, lancer un avis pour recruter une agence qui va gérer la carrière de ces, entre griffes toujours, aspirants. Est-ce qu'on arrive petitement à ce que le gouvernement a pris l'option de ne plus gérer la carrière des enseignants à travers les différents ministères sectoriels et qu'aujourd'hui ce sera une agence de type à la limite privé, commercial, à but lucratif qui va gérer notre système éducatif? Je pense que ça tout y ressemble. Tout y ressemble. Et quel est votre avis, vous qui avez beaucoup travaillé dans ce domaine? Non, mon avis là-dessus, je pense qu'on n'a pas besoin de cette agence-là pour gérer la carrière des enseignants parce que vous voulez tuer un pays, il suffit juste de mal former ses enfants et vous avez tué le pays. Voilà. Parce que c'est aussi sensible que ça. Alors quand on confie ça à la limite à des hommes d'affaires qui viennent pour y faire du chiffre. Mais les hommes d'affaires, si ils ont du cœur, ça réussit beaucoup. Je ne voudrais pas paraître péjoratif sur ce plateau, mais l'autre a dit no pitié in business. À partir du moment où on est en affaires, on ne tient plus compte de ces valeurs qui gèrent la société, de ces valeurs qui doivent nous porter vers la valorisation de l'humain, vers l'éducation de l'humain. Donc, je suis sûr qu'il y a une bonne politique qui est derrière. On va attendre voir ce que cette politique-là va donner. Mais cette agence-là, moi, me fait paniquer et me laisse sur ma vie. Je suis dubitatif. Je conclue pour dire que dans le système de l'enseignement au Bénin, on a encore beaucoup à faire. Il faut que tout le monde aille à la table, qu'on ne soit pas braqué l'un vers l'autre. C'est vrai qu'on a réduit les marges de manœuvre des centrales et confédérations syndicales, mais l'éducation au Bénin, on doit en parler. Et c'est une priorité d'ailleurs. En tout cas, il faut en parler. L'éducation, c'est une priorité si on veut vraiment se développer, oui. Si vous devez conclure. Si je devais conclure, je vais juste aller sur le terrain des agences pour dire que là aussi, là encore, c'est un drame. L'éducation ne doit pas être prise en charge par le privé. On ne doit pas imaginer comment faire le commerce en matière d'éducation pour faire profit. L'éducation, c'est un secteur où l'État qui dépense, si l'État fait le point, ce n'est pas pour accuser l'éducation, pour dire que l'éducation bouffe beaucoup. Non, c'est là qu'il faut mettre les moyens pour que demain, avec une orientation bien assise sur les réalités sociales, économiques et culturelles de notre pays, qu'on espère que demain notre pays sera hissé au rang des pays modernes. Si on ne le fait pas, alors tout ce qu'on fait là est le contraire de tout ce qui devait se faire. Merci à vous, Mathurin Soussoukwe, pour la disponibilité. Merci également à vous, Ingrid Médecin-Adovi, chers téléspectateurs. Merci aussi d'avoir été là. Un grand clin d'œil à notre réalisateur du jour, sans qui c'était pas évident de nous recevoir chez vous. Justement, c'est son nom. 100% Bénin pour le numéro du jour. Je m'en arrête là sur cette citation de l'homme d'État français, Édouard Herriot. L'esprit, dit-il, fait le savant, mais le cœur fait le maître. Plus les meilleures conditions lui sont faites, le cœur est à l'ouvrage, les résultats impressionnants, le développement un acquis. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.